Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo du mercredi, donc une vidéo de fond d'analyse qui devrait être un peu plus longue que les vidéos du lundi. Quoique souvent je suis surpris par, je ne dirais pas par ma verbe, mais par certaines vidéos du lundi qui durent plus de 40 minutes, mais je pense que c'est pour la bonne cause, hein, pour vraiment essayer de mettre les points sur les i, quitte à se faire quelques ennemis, mais bon, comme disait mon père, la vie est trop courte pour se mentir à soi-même. Je voudrais vous parler d'Amérique latine pour deux raisons. D'abord, je vis au Brésil depuis une dizaine d'années. Je connais très bien la Colombie, le Mexique aussi, mais la Colombie un peu mieux. Cette partie-là des pays andins, Colombie, Équateur, Venezuela. Ensuite, parce que l'Amérique latine fait partie de ces régions du monde qui sont plus rêvées que comprises. Elles sont plus imaginées, oui, imaginer, rêver que réellement perçu dans leur réalité, dans leur subtilité, leur finesse. C'est le mal de l'époque, puisque nous n'avons plus vraiment de journalisme organisé. Avant, il y a 10 ans, 20 ans, les grands journaux parisiens, les journaux de référence, comme on disait, avaient 100 ou 200 correspondants autour du monde. Aujourd'hui, ils en ont peut-être 10, 15 ou 20. Ils ont été laminés par les réseaux sociaux et puis par Internet. Ils ont moins d'argent. Et donc, ils ont un correspondant pour 5 ou 6 pays. Puis ce correspondant, il est dans la précarité. Il a peur de dire des choses qui ne plaisent pas à l'establishment et à la doxa, donc il s'autocensure. Puis il n'a pas le temps vraiment de creuser les sujets. Ajouter à cela la dérive, la décadence de l'enseignement d'éducation nationale en France, qui est réelle, et qui se retrouve aussi dans le supérieur. Qu'on a moins de caractère un peu généraliste, ce qu'on appelait avant les honnêtes-hommes, c'est-à-dire hommes ou femmes d'ailleurs, mais disait les honnêtes-hommes, c'est-à-dire les gens généralistes qui vont quand même qui sont un peu à la limite de l'érudition, qui sont journalistes, mais aussi autre chose. Comme avant dans l'armée, il y en a encore. On avait des officiers littéraires, ou des officiers sociologues, ou des officiers administrateurs. On avait aussi des journalistes qui étaient aussi des romanciers ou des sociologues, ou du moins ils avaient une assise, une ampleur qu'on ne trouve plus aujourd'hui. J'exagère, je force le trait, mais c'est pour vous expliquer le sujet rapidement. Donc je viens aujourd'hui essayer un peu de démystifier l'Amérique latine, qui est réellement une région très mal comprise et très mal connue, un peu comme le monde arabe, un peu comme le monde arabe, puisque je trouve que les journalistes français, même l'établissement français, comprend moins le monde arabe aujourd'hui, en 2020, que ses aïeux dans les années 50, quand la France était un empire colonial. Aujourd'hui, alors qu'il y a 10 millions d'Arabes en France, ben on trouve le moyen de méconnaître le monde arabe totalement, et l'islam encore plus. Alors dans les années 40, 50, vous avez une érudition, une connaissance fine du monde arabe et de l'islam, de la religion islamique, qui, aurait prémuni, qui aurait permis de prémunir la France de plusieurs difficultés, de plusieurs maladies qu'elle connaît aujourd'hui. Fermons la parenthèse. L'Amérique latine, c'est énorme, c'est plus grand que ce qu'on imagine, puisque les cartes ont été rétrécies, enfin je veux dire la carte du monde, le planisphère est centré sur l'Europe, il augmente artificiellement la dimension de l'Europe, puisque l'Europe est le centre du monde et elle l'était, ce qui fait que mécaniquement, automatiquement, les Amériques, surtout l'Amérique du Sud, elle est plus petite que ce qu'elle ne devrait être. C'est une région qui est immense. Donc je ne vais pas faire une analyse pays par pays, mais je voudrais juste vous donner deux clés de compréhension de la situation actuelle en Amérique latine. Il y a aujourd'hui deux grandes problématiques qui sont comme des fractures ouvertes, des plaies béantes, qui sont en train de s'infecter, mais qui appellent, qui exigent des solutions rapides dans les 5 ou 10 ans à venir. La première, c'est l'offensive du narco, l'offensive du crime organisé, des mafias, de l'illégalité sur les jeunes démocraties sud-américaines. La deuxième étant l'offensive de la gauche, l'assaut de la gauche latino-américaine sur les jeunes démocraties d'Amérique du Sud. Donc commençons par la première contradiction qui est l'offensive narco. Je dis narco, mais en fait, les mafias d'Amérique du Sud, qu'elles soient colombiennes, brésiliennes, ou mexicaines ou autres, ou même du guatémaltèque ou je ne sais quoi, elles font autre chose que la drogue. Elles font trafic d'êtres humains, elles font le trafic d'organes, ce sont des réels conglomérats diversifiés, sauf qu'ils ont, contrairement aux mafias russes ou albanaises ou même italiennes,
ils ont une réelle ambition politique. Ils participent déjà du pouvoir. Donc, ils financent des élus. Récemment, la mafia mexicaine, les cartels de Sinaloa notamment, ils ont financé des campagnes électorales en Colombie. Ils ont eu leurs propres élus municipaux et députés en Colombie. Vous avez aussi une aspiration territoriale, ce qu'on ne trouve pas en Italie. L'Ndrangheta, Cosa Nostra sont beaucoup plus sophistiqués que le cartel de Sinaloa, le PCC brésilien, une grande mafia brésilienne. Ils sont capables de laver l'argent de manière beaucoup plus efficace que les Mexicains, encore plus que les Brésiliens, mais vous n'avez pas de région libérée par Cosa Nostra, où le drapeau de Cosa Nostra flotte. Alors qu'au Mexique, en Colombie, vous avez des groupes armés, ils dépendent des cartels qui s'identifient à eux ou qui sont à leur service, qui sont de réelles forces politiques, j'allais dire souveraines. Ils contrôlent en général des corridors logistiques, des autoroutes, des lignes de train, des vallées, des chemins piétons, enfin des chemins de muletiers pour le transport de la cocaïne ou de la méthamphétamine ou que sais-je, ou des migrants. Mais ils contrôlent aussi des territoires où ils sont l'autorité. Vous avez parfois un gouvernement fantoche, une police municipale mexicaine, vous avez, je l'ai vu en Colombie, vous avez des commissariats qui sont là de façade, c'est de la pacotille. Vous avez des vrais fonctionnaires, des policiers, mais qui vivent dans un commissariat qui est blindé. Alors le commissariat, il n'a même plus de portes et de fenêtres, il a juste des guérites avec des espèces de meurtrières, avec des snipers. Donc la police est assiégée. Elle sort rarement patrouiller, puis les rares mouvements sont des mouvements de relève des effectifs. Je l'ai vu à Sierra Nevada colombienne il y a quelques années. Au Mexique, c'est même pire. Vous savez, il y avait même des réseaux de communication de la police mexicaine qui sont envahis par les narcos, qui leur donnent des ordres, c'est vous dire. Donc, ce sont des réelles menaces à la démocratie. Vous avez non seulement une infiltration dans le ministère de la Justice, dans les parquets, dans les tribunaux, dans les partis politiques, mais vous avez une réelle ambition de transformer les partis politiques, l'État, en vassal des cartels. Alors les cartels ne veulent pas devenir le maître du jeu. Ils le sont dans les régions qui sont primordiales pour eux, donc les ports. Le port de Santos au Brésil, par exemple, qui est le principal port du Brésil, qui est le port de Sao Paulo, situé à 60 km de mon domicile, à 60 km du centre de la ville, eh bien, il est réputé passer sous le contrôle du PCC, la plus grande mafia du Brésil, qui compte, me dit-on, presque 30 000 hommes. Donc là, dans ces endroits-là, Tijuana, Santos, la côte pacifique colombienne, là vous avez vraiment le pouvoir, il est chez les groupes criminels. Mais ailleurs, les groupes criminels, ils ne veulent pas contrôler la capitale, ils ne veulent pas s'occuper du ministère de la Santé ou des Finances, ils ne veulent pas que leur drapeau flotte sur le palais présidentiel. Ils savent que le pouvoir est dur à gérer, puis personne ne veut s'occuper des problèmes des gens. Le chômage, les égouts, l'eau potable, la déforestation, le changement climatique. Personne ne veut s'occuper de la biodiversité dans la forêt tropicale. Aucun mafieux ne veut protéger l'Amazonie brésilienne, colombienne, vénézuélienne, péruvienne ou bolivienne. Personne ne veut s'occuper du sort des jeunes Mexicains ou de l'industrialisation du Mexique parce que ce sont des problématiques extrêmement difficiles. Ce que veulent les narcos, c'est juste vassaliser le pouvoir politique, l'État. Voilà, donc il y a une résistance, évidemment. Il y a une résistance. Dans tous les pays, vous avez aujourd'hui des pays, vous avez deux États. Vous avez ce qu'on peut appeler un État profond. Vous avez deux États. Je veux dire qu'il y a deux États profonds. Vous avez un État profond qui est pourri, qui est mafieux. Et vous avez un État profond qui est sérieux, vertueux, qui est anti-mafieux. Puis vous avez l'enveloppe générale avec les élections, ce qu'on peut appeler l'État officiel, avec les maires, les conseillers municipaux, les députés. Ça, c'est le théâtre que toute démocratie a besoin de déployer, avec les ONG, la société civile. Mais bon, ces gens-là n'ont pas beaucoup de pouvoir. Le vrai pouvoir, il est chez les mafieux, donc en dehors de l'État. Et puis vous avez, dans un État profond mafieux, et puis l'État profond qu'on va dire vertueux. Ces deux États profonds font la guerre. C'est le cas au Mexique. C'est pour ça que vous avez des chutes de mafieux connus. Vous avez Chapo qui tombe par hasard. Et puis vous avez ces commanditaires dans le cartel qui continuent à être dehors, à courir en liberté, à être en liberté. Parce que ils sont protégés par l'État
profond vendu à la mafia, alors que El Chapo a été arrêté grâce à l'intervention de l'État profond vertueux, avec des connexions avec la DEA. D'ailleurs, la DEA américaine, c'est-à-dire la force anti-drogue américaine, elle est parfaitement consciente qu'au Mexique, il y a deux États. Et qu'il y a une partie qui joue avec les cartels. Pareil en Colombie, même si c'est le cas colombien plus compliqué, pareil au Brésil, où vous avez une grande infiltration de l'illégalité en général dans l'État brésilien. Et nous avons découvert, comme par hasard, l'existence d'une résistance antimafieuse au sein de l'État brésilien, incarnée par des jeunes promoteurs de 35 ans, 40 ans, Deltan Dallagnol, le jeune promoteur du sud du Brésil, le juge Sergio Moro qui a mis en prison Lula et qui est devenu, bien entendu, ministre de la Justice sous Bolsonaro depuis un an et demi, sont des juges, des promoteurs, des juristes qui ont 40 ans et que personne ne connaissait avant, mais qui menaient de manière sourde, silencieuse, un combat à mort contre l'infiltration, enfin contre le monstre de l'illégalité. On verra qui va gagner. Là, il y a un bras de fer, donc c'est des matchs, c'est des matchs où il n'y a pas envie de prolongation. On verra qui va. Ça ne dure pas 90 minutes, ça peut durer une vie entière. Et le drame, un des drames, c'est que les Occidentaux, enfin surtout les Américains, pour le coup, ils comprennent bien l'Amérique latine. Je pense qu'ils savent dans quel monde ils savent qui est qui, les Américains, vu leurs intérêts et leur infiltration dans la région. Les Européens de l'Ouest, ils ne comprennent rien à la région. C'est-à-dire que nous, par exemple les Français, nous méconnaissons totalement l'état profond brésilien dans sa partie vertueuse. D'ailleurs, nous le combattons, puisque nous crachons sur Bolsonaro à longueur de journée et nous exaltons l'extrême gauche brésilienne qui fait partie du problème, qui vote contre toutes les lois qui veulent régler le problème du narco. Le package anti-crime récemment proposé par le gouvernement brésilien, récemment envoyé à l'Assemblée nationale brésilienne, il n'a pas été voté parce que toute la gauche et l'extrême gauche brésilienne a voté contre. Alors qu'il y avait des mesures dictées par le bon sens, notamment éviter par exemple le contact physique entre les avocats des criminels, des grands criminels, des grands mafieux, avec leurs clients, parce que c'était le moment de l'occasion pour transférer les ordres. Parce que le problème de l'Amérique du Sud, c'est que le système pénitentiaire, il appartient maintenant à la mafia, il est colonisé par la mafia. Donc là, il n'y a plus de punition, même si vous coffrez quelqu'un, il va dans un centre pénitentiaire, et il est chez lui, il commande tout le monde. Il a mis sur sa masse salariale les patrons le directeur de la prison. Si le directeur de la prison ne se laisse pas faire, il est tué. Il vit dans une suite, avec une télévision, les filles et tout, et la prison devient un siège social depuis lequel il transmet ses ordres. D'ailleurs, au Brésil, vous n'arrivez pas du tout à brouiller les appels téléphoniques autour des prisons, puisque à chaque fois que les autorités, les opérateurs téléphoniques s'y essayent, les tours explosent. Vous vous rendez compte? Donc le travail de Sergio Moro, tout ça, c'est d'étouffer pour la première fois la mafia, de repousser la mafia qui étouffe l'État brésilien, de la repousser, de l'étouffer, d'étrangler, pour au moins la contenir, si ce n'est l'éradiquer. Eh bien, nous, en Europe occidentale, nous, en France, avec nos chers élites progressistes, nous tournons le dos à ces forces du progrès, le vrai progrès. Sergio Moro, Deltan Dallagnol et d'autres héros sud-américains, au Mexique, en Argentine, au Colombie surtout, nous leur tournons le dos parce que nous sommes intoxiqués par une logique d'extrême gauche tout à fait nous sommes naïfs, mais l'extrême gauche latino-américaine, elle est cynique et elle roule avec cette force du mal. Je ne l'accuse pas d'être mafieuse, mais en tout cas, elle ne fait rien contre la mafia. Donc, je vous disais, la gauche latino-américaine est un danger pour la démocratie, parce que quand on dit gauche en Amérique du Sud, le concept n'a pas la même portée que la gauche française. La gauche française a quand même, et appréciez-le dans ma bouche, parce que je ne vais pas le dire longtemps, je ne vais pas le répéter plusieurs fois, a un aspect largement, très honorable. Le socialisme français, il y a quand même du beau là-dedans. Il y a des choses, et puis il y a surtout des figures. Il y a des poids lourds, il y a des gens très honorables.
la social-démocratie, française ou allemande, ou même espagnole, il y a des choses, enfin, un type comme Felipe González en Espagne, j'aimerais le rencontrer pour lui serrer la main, tellement je l'admire. Mais dès qu'on vient en Amérique du Sud, la gauche n'a pas le même concept, n'a pas la même valeur, ce ne sont pas les mêmes hommes, les mêmes femmes. On a une gauche qui a soifé, qui a le couteau entre les dents, et qui veut le pouvoir pour le pouvoir. En fait, cette gauche agit comme une force coloniale. Une force coloniale au service de qui? Au service de Cuba. Il y a une organisation qui s'appelle le Foro de Sao Paulo, le Forum de Sao Paulo, qui est une sorte d'international socialiste créé par Fidel Castro, le grand Fidel Castro, un génie de la politique, autour des années 90, après la chute du mur et la fin du cordon ombilical, la coupure du cordon ombilical qui alimentait Cuba, parce que Cuba, en fait, avait asservi l'Union soviétique, parce qu'elle lui vendait à un prix hallucinant, très élevé, sa canne à sucre, et elle recevait en retour les camions, les voitures, l'argent, tout ça, les devises. Donc quand les Russes ont dit stop, on arrête de vous alimenter, les Cubains ont connu ce qu'on appelle la période spéciale, c'est-à-dire une période où le régime a failli s'effondrer, et ils ont été très intelligents, ils sont partis, ils ont fait le forum de Sao Paulo pour faire élire, donc une internationale socialiste, pour faire élire des gens de gauche, d'extrême gauche, au Brésil, au Venezuela, au Chili, en Argentine et ailleurs, qui une fois arrivés au pouvoir, envoient de l'argent, renvoient l'ascenseur à Cuba, c'est-à-dire envoient de l'argent. Et c'est ce qu'a fait Lula et Dilma, la gauche brésilienne, la gauche radicale brésilienne, la gauche syndicale, pour être tout à fait exact. Ils ont financé les grands ouvrages d'infrastructure à Cuba. Ils ont importé 10 000 médecins cubains qu'ils ont mis au Brésil. Il faudra vérifier les chiffres, mais juste pour vous dire que ces milliers de médecins cubains, ils recevaient un salaire de 10 000 reais. 8 000 reais allaient au gouvernement et 2 000 seulement allaient aux familles de ces médecins qui étaient à Cuba. Donc c'était, voilà, c'était un projet limite colonial où les grands pays de l'Amérique du Sud, les pays riches, le Venezuela par exemple, ou le Venezuela de Chavez, ou le Brésil de Lula et Dilma, alimentaient une métropole qui s'appelait La Havane. Ce délire continue au Venezuela puisque les ressources minières, pétrolifères du Venezuela se déversent encore sur Cuba. Au Brésil, le cordon a été coupé, d'où l'énervement de la gauche latino-américaine et de la gauche brésilienne et de tout l'établissement médiatique. Mais ce qu'a fait Bolsonaro, il n'a rien fait de plus que d'arrêter l'hémorragie. Il a dit, je m'occupe de mes Brésiliens, je m'occupe des miens, je n'ai pas besoin d'alimenter une métropole coloniale. Avant, les Brésiliens envoyaient leur or et pas au Brésil, leur bois, ils l'envoyaient à la métropole Lisbonne, au Portugal, parce que c'était l'Empire portugais. Ils ont coupé le lien avec le Portugal en 1822. Maintenant, quand Bolsonaro est arrivé, il a dit, il n'y a aucune raison que je continue à envoyer mes ressources, non pas cette fois à Lisbonne, mais à la Havane. Voilà. Je suis en train de vous dire des choses que vous n'entendrez jamais dans les médias français occidentaux. Voilà. Où il faudra aller dans le backstage, dans les ruelles sombres pour retrouver ça. Vous ne trouverez pas ça dans les médias occidentaux. Voilà, donc cette gauche latino-américaine, c'est une menace à la démocratie, puisque c'est une menace à la souveraineté, je vous dis, elle est inféodée à Cuba, et puis elle ne veut pas d'alternance. C'est-à-dire, quand elle est au pouvoir, tout va bien, la démocratie va bien. Quand elle n'est plus au pouvoir, elle vous dit tout de suite, il y a eu un coup d'État. Regardez ce qui s'est passé en Bolivie, avec le départ de M. Morales, qui voulait ne rien de moins que faire un 4e mandat. Ce qui s'est passé au Chili, vous avez une intifada au Chili contre un gouvernement élu légitimement. Son malheur, être de droite. Dans n'importe quel pays démocratique et sérieux, on attend les élections pour changer le gouvernement. La gauche latino-américaine, elle ne comprend pas ça. Quand elle n'est pas au pouvoir, elle rentre en résistance. C'est le terme officiel. Et elle est en insurrection. Alors l'insurrection aujourd'hui, elle n'est pas seulement armée. C'est pas seulement les FARC. Elle est aussi mafieuse. Vous avez une recrudescence des mafias en Colombie, en dépit de l'accord de paix de 2016, parce que les FARC ont eu l'intelligence diabolique de se diviser, de se scinder en deux. Une partie joue le jeu démocratique, l'autre est devenue mafieuse. Ça s'appelle les dissidences des FARC. Et donc vous avez les FARC qui sont à la fois dans le système et contre le système, et elles poussent des révoltes des Indiens, des révoltes paysannes, des révoltes narcos. Enfin, elles créent un climat de chaos dans le pays pour démoraliser le gouvernement de droite de M. Duque. Et on en est arrivé aujourd'hui à dire
que le gouvernement de droite, qui a encore 1 an ou 2 ans devant lui, doit rendre le pouvoir. C'est un délit de démocratie. Pareil au Brésil, on a essayé de tuer M. Bolsonaro quand même, ça a été filmé en direct, il s'est pris un coup de canif dans l'intestin, il a failli y passer, ça s'est joué à quelques millimètres, et le monsieur qui lui a donné le coup de canif était un militant d'extrême gauche, c'est clair, enfin il était encarté dans un parti d'extrême gauche brésilienne. Donc je n'invente rien. Bon, il a été déclaré déséquilibré, c'est très drôle, c'est très... Peut-être qu'il l'est, j'en sais rien, mais bon, c'est très opportun. En tout cas, je vous donne des faits. Donc, encore une fois, nous autres, en Occident, surtout en France, nous roulons avec cette mauvaise gauche brésilienne, cette mauvaise gauche latino-américaine, qui est une atteinte à la démocratie. Bon, on n'en est pas au premier égarement près. Hein. Nous avons tiré sur nos amis dans le monde arabe, hein, sur nos partenaires, nous avons affaibli nos partenaires, nous avons joué la carte des islamistes dans le monde arabe avec les printemps arabes, et nous nous sommes enquiquinés, je ne sais pas comment on dit en français, on s'est couché avec les pétromonarchies du Golfe qui ont détruit tous les laïcs du monde arabe, et qui alimentent l'islamisme en France par le transfert d'argent et autres. Et en France, me dit-on, je lis ici et là, que nous faisons le jeu des frères musulmans pour prendre la relève de la communauté musulmane. On veut leur donner les musulmans de France sur un plateau pour qu'ils les gèrent pour le gouvernement LREM progressiste. Donc je dis, donc il est normal qu'on se trompe sur la gauche latina. Preuve en est, et je conclurai après, c'est le délire sur l'Amazonie. Je veux dire, 2019, le gouvernement français s'est aligné sur les pires thèses de la gauche brésilienne, qui étaient des thèses de désinformation. C'est-à-dire que ce n'est pas M. Bolsonaro qui a brûlé la forêt, ni l'armée brésilienne, ni ses amis. C'est-à-dire que la forêt brésilienne n'appartient à personne. C'est ça le problème. Elle n'appartient même pas au Brésil. Elle est contrôlée par les mafias. Je vous dis, les mafias n'ont pas besoin de contrôler 100% d'une forêt. D'ailleurs, ils ne le pourraient pas. Personne sur Terre pourrait contrôler la forêt amazonienne. Elle est énorme. C'est l'Europe. Elle est plus grande que l'Europe de l'Ouest. Les mafias, les groupes de criminels, le narco, hein, qui font la drogue, ils contrôlent des territoires, des corridors, des fleuves, des routes, pour transporter la drogue depuis la Bolivie et la Colombie vers le Brésil. Deuxième marché mondial de la drogue, la cocaïne. Et puis du Brésil vers l'Europe, bien entendu. Et puis, les groupes mafieux, les grands criminels colombiens, brésiliens, ils lavent leur pognon en Amazonie, puisqu'ils transforment l'argent de la cocaïne, les euros, les dollars de la cocaïne, en bétail. Et le bétail, ça a besoin de pas grand-chose, surtout dans un pays riche comme le Brésil, et avec des races modifiées comme les races brésiliennes, le bétail a juste besoin de brouter de l'herbe. Donc, il déboise, il brûle. Et le bétail a encore un deuxième avantage, c'est qu'il arrive vivant au marché. Il n'a pas besoin de camion frigorifique. Il n'a même pas besoin de route. Il va marcher jusqu'à l'abattoir et là, votre bétail, il devient des reais, la monnaie locale. Et là, vous avez bouclé la boucle, vous avez lavé votre argent, vous le mafieux. Et bien évidemment, le mafieux, quand il va déboiser l'Amazonie, il ne va pas demander comme moi, ou comme vous et moi, un permis pour déboiser, ou il ne va pas appeler le ministère de l'Environnement. Il va brûler, je vous dis des faits, hein, il va brûler les voitures des inspecteurs de l'IBAMA, qui est on va dire l'organe de contrôle de l'Amazonie pour le Brésil, hein, l'administration. Ils brûlent leurs voitures, ils tuent les inspecteurs, ils enlèvent leurs femmes, leurs enfants, et puis ils corrompent les polices. Voilà, les polices locales, parce que le Brésil est un pays fédéral où l'essentiel de la sécurité du contrôle en Amazonie, comme ailleurs, se fait par les États locaux, qui tous sont à gauche, comme par hasard, communistes ou travaillistes, comme on dit ici, travaillistes, donc on veut dire à gauche radicale, et c'est eux qui manquent à leurs obligations de contrôle, mais ça a échappé à nos chères élites qui sont à l'Élysée, et on a tiré à boulet rouge sur Bolsonaro, qui a beaucoup de choses à se reprocher. Hein. Je ne défends pas sa politique amazonienne, loin de là, mais on n'a pas tiré sur le bon ennemi. On a affaibli celui qui aurait pu être notre partenaire, et celui qui devrait être notre partenaire, puisque l'armée brésilienne est la seule force de progrès, la seule force avec un agenda honnête
et capable aussi, efficace, opérationnelle, la seule force honnête et opérationnelle pour défendre l'Amazonie. Parce que c'est pas Greta Thunberg ou la Norvège ou l'ONU ou nos chers écolos parisiens qui vont aller enlever la machette des mains de ceux qui déboisent l'Amazonie. Je veux dire, ça se passera pas comme ça. Mais bon, qui s'intéresse à la vérité, qui s'intéresse au sérieux dans cette époque de désinformation? Et les fake news viennent d'en haut, elles viennent pas de... C'est pas des choses horizontales, ça vient pas des réseaux sociaux, ça vient d'en haut, ça vient de nos chers dirigeants. Donc, pour conclure, je vous demande réellement de voir dans l'Amérique latine un futur possible pour l'Europe occidentale. Ça peut étonner, mais laissez-moi vous l'expliquer. L'Amérique latine a poussé très loin la diversité. Cette diversité dont on nous parle à longueur de journée, diversité ethnique, raciale et tout, c'est la réalité. C'est même l'usine génétique de l'Amérique latine depuis 500 ans. Vous avez vu le résultat, c'est pas joyeux, quoi. C'est pas, l'Amérique latine n'invente pas grand chose, l'Asie a avancé, la Corée du Sud est devenue un pays industrialisé, la Chine est devenue une grande puissance, alors que le Brésil, ça fait 200 ans qu'on nous dit que c'est le pays du futur. Effectivement, le peuple est beau. Si je suis là, c'est aussi pour ça. Le peuple est beau, la culture est magnifique, les paysages sont magnifiques, les paysages humains sont sublimes. Voilà, c'est un bout d'Afrique, parce que l'Afrique s'est retrouvée aussi en Amérique du Sud. C'est un bout d'Afrique, c'est un bout un peu du monde arabe, de la Méditerranée, c'est un bout d'Europe, c'est un peu une culture andine, mais tout ça, ça ne fait pas des pays heureux, des peuples développés. Voilà. Donc, cette diversité qu'on veut nous imposer en France, il faut peut-être l'accepter. Moi, je suis pas... faut pas être obtus sur le sujet, mais on ne peut pas lui attribuer des qualités qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce que cette diversité s'est accompagnée en Amérique du Sud avec une grande désunion. Le grand problème de l'Amérique du Sud, c'est que sa civilisation ne produit pas de solidarité. Les gens ne comprennent pas la solidarité, ils ne sont pas citoyens d'un pays. Les gens sont individualistes, sont égoïstes. Ça vient peut-être de la différence des races. Quand il y a plusieurs races dans un même territoire, il y a moins de solidarité entre les races. Ça, des grands auteurs ont écrit dessus. Surtout des Américains. Ça vient aussi de l'histoire qui était une espèce de l'histoire pionnière. C'est un Far West qui n'a cessé d'avancer, une avancée de frontières comme ça qui avance. Donc ce sont des gens virils, violents, qui avancent, qui déboisent, qui massacrent. C'est vrai que ces profils-là, c'est pas des profils très solidaires. On peut creuser ça. Mais la réalité est la suivante. Vous avez une très belle diversité, une diversité réelle, un métissage fondamental, qui est magnifique, mais qui n'a pas réussi à créer la solidarité. Or, sans solidarité, il n'y a pas de collaboration. C'est chacun pour soi. Ça donne le Brésil. Vous avez des hyper riches qui vivent très bien, en sachant qu'à 500 mètres de chez eux, il y a des gens qui sont hyper pauvres. Vous avez des hyper riches qui, au lieu de régler le problème de pénal, judiciaire, de l'insécurité, ils préfèrent s'acheter des voitures blindées. Alors, ce serait moins cher, ce serait plus intelligent, plus utile pour la communauté, pour la société, pour le bien commun, de réformer la société, de réformer le système pénal, même de réduire les inégalités. Ben non. Où les gens ne se sentent pas solidaires. Et bien quand on n'est pas solidaire, on ne collabore pas. C'est ce qui va nous arriver en France, en Europe de l'Ouest, où le bien commun s'étiole. Alors nous sommes plus divers, c'est magnifique, c'est beau, c'est génial, mais nous sommes de moins en moins solidaires. Vous voyez l'espèce de l'incapacité même de nos leaders à donner ne serait-ce qu'un seul projet collectif. Parce que les gens ne veulent pas collaborer. Ils ne se sentent pas tributaires du bien commun. Deuxième chose où l'Amérique du Sud a été précurseur, elle est en avance sur nous. Malheureuse avance, mais une avance quand même, c'est le laxisme pénal. Il n'y a pas un pays comme le Brésil est allé extrêmement loin dans le délire de la réinsertion, du pardon et des excuses. Je veux dire ici, dans toutes les facultés brésiliennes, vous posez la question, vous leur dites quelle est la cause de la violence, ils vous diront la pauvreté et les inégalités. Personne ne vous parlera de l'impunité ou du problème dans l'éducation
ou du manque de solidarité, ou du manque de contrôle social sur les jeunes, ou de l'urbanisme. Non, non. On vous dira, si le Brésil est le premier pays au monde pour les homicides, c'est parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités. Alors ces mêmes personnes qui sont docteurs en sciences sociales ne pourront pas vous expliquer pourquoi les femmes brésiliennes ne sont pas violentes. Parce que si l'inégalité pousse au crime, pourquoi les femmes brésiliennes ne commettent pas de crime? Pourquoi c'est juste les hommes? Et les hommes jeunes. Voilà. Pourquoi des pays qui sont plus inégaux, ou inégalitaires, ou plus pauvres que le Brésil, comme je sais pas moi, le Congo ou l'Égypte, sont beaucoup moins violents que le Brésil? Pourquoi les endroits du Brésil où les inégalités ont été réduites sensiblement, notamment le nord-est, entre 2000 et 2010, tout ce qui est Ceará, Fortaleza, Recife, Salvador, la violence y a explosé alors qu'on a réduit les inégalités. Bon, déjà ça, quand vous dites ça aux universitaires brésiliens ou aux docteurs en sciences sociales, normalement ils s'énervent et puis ils coupent court au dialogue et ils vous traitent de fascistes. Mais la réalité est celle-là. Donc en fait, le laxisme pénal est arrivé au Brésil à ses extrêmes limites. Les gens vivent dans des forteresses mobiles. Voitures blindées, les maisons sont blindées, entourées de barbelés, il y a des couvre-feux, il n'y a plus aucune vie publique. Les Brésiliens ne manifestent pas dans la rue contre le gouvernement ou pour une cause. Ils ont peur de se trouver dans la rue, en famille, ou même tout seul. Tout le succès d'Internet au Brésil. D'où le succès du militantisme sur Facebook au Brésil, puisque les gens ont pour la première fois trouvé une rue virtuelle où ils peuvent s'exprimer, manifester, défiler sans se faire tirer dessus ou enlever. C'est vous dire. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas gloser sur le terme, mais vous voyez bien, ceux qui ont installé le laxisme pénal en France, on devrait les prendre et leur mettre la tête dans les tripes fumantes du Brésil pour qu'ils voient le résultat de ce qu'ils veulent installer en France et de ce qu'ils ont installé en France. Bon, déjà, avec l'ensauvagement de la société française, nous avons un aperçu. Mais ça, c'est juste un apéritif. Le Brésil est en avance et il nous montre vers quoi on risque d'arriver. Enfin, le Brésil et l'Amérique du Sud en général nous montrent ce que peuvent être des élites mafieuses, des élites méchantes, des élites cyniques. Et c'est vrai, c'est une malédiction de l'Amérique du Sud. Depuis les indépendances, une partie des élites ont joué contre leur peuple. Mais vraiment, ont joué contre leur peuple dans le sens où elles ont volé, elles ont détruit le bonheur, la prospérité, elles se sont servies dans la caisse, elles se sont confondues avec les bandits. Il y a dans plein d'endroits de l'Amérique du Sud, dans plein de pays, quand vous avez affaire à un homme politique ou à une grande famille politique, vous ne savez pas s'ils sont des vrais mafieux ou des vrais politiciens. Et vous avez peur d'avoir affaire à eux parce que ils ont une milice qui travaille pour eux, ou qui est affiliée à eux. Et ça, grâce à Dieu et grâce au génie des peuples européens, ça n'a pas eu lieu en Europe. Mais pour la première fois en Europe, nous commençons à sentir des élites qui sont complètement au-delà du bien commun, qui sont affranchies du bien commun et qui jouent leur jeu à elles. Les élites ont toujours joué deux cartes en Europe, surtout en France. Leur carte à elles, leur maintien au pouvoir, et le bien commun, dans une certaine mesure. Là, depuis, je ne dirais pas depuis le gouvernement Macron, mais depuis cette époque-là, depuis récemment, depuis les années 2000, en 90, nous avons affaire à des élites, bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais c'est déjà une tendance de fond, je trouve, qui ouvertement jouent contre la nation et sont ouvertement décadentes. Alors je ne dis pas qu'elles sont mafieuses, mais bon, on se pose des questions quand même. On se pose des questions et si vous voulez voir ce sont des élites réellement mafieuses, des élites qui jouent contre la nation, venez en Amérique du Sud. Bon, donc pour ces trois raisons, pour le laxisme pénal, pour la dérive des élites, pour comment dirais-je, la diversité qui crée la désunion et qui éradique la solidarité, et bien pour ces trois raisons, j'ai envie de vous dire, étudiez avec moi l'Amérique du Sud parce que c'est l'Europe de demain. Ça pourrait être l'Europe de demain. Il nous appartient à nous, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de déterminisme, il nous appartient à nous de conjurer ce mauvais sort. Merci, à la prochaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, cliquez sur like, partagez cette vidéo, commentez-la, écrivez-moi. Tous les moyens sont bons pour faire comprendre à Monsieur YouTube, à la Silicon Valley, que ce discours doit être propagé. À la prochaine, la semaine prochaine. Au revoir.